par exemple. Ou l'expérience aussi, par exemple, c'est vrai que l'expérience esthétique ou l'expérience artistique que le spectateur va faire, pour un psychanalyste, évidemment, n'aura pas du tout les mêmes... Vous n'entendez pas? Est-ce que vous demandez ce que c'est qu'un esthéticien? Un esthéticien, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des questions théoriques. Par exemple, qu'est-ce qu'une expérience artistique? Ce sont des questions qu'en général ne sont pas posées par les historiens d'art. S'ils se posent la question de qu'est-ce qu'avoir une expérience d'une œuvre d'art, par exemple, c'est plutôt, ils vont en faire l'histoire, alors que l'esthéticien va essayer de dégager... L'esthétique, grosso modo, c'est quelque chose qui est né en 1750 en Allemagne avec un auteur qui s'appelle Baumgarten, qui a donc été celui qui a lancé le mot d'aesthésie, ça veut dire expérience par les sens, et puis c'est devenu le mot esthétique assez vite, donc c'est quelque chose d'assez récent, au XVIIIe siècle, et donc ça consiste à réfléchir justement sur des questions, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qui détermine une expérience artistique, qu'est-ce que le beau, enfin des questions comme ça, qui ne sont pas posées telles quelles par des historiens d'art ou un critique d'art, même s'ils les posent différemment. Donc c'est une forme de réflexion en fait sur l'art, qui s'appelle aussi philosophie de l'art, il y a eu différentes appellations. Donc l'esthéticien est quelqu'un qui s'interroge sur des questions plutôt conceptuelles, disons, sur les définitions des termes, sur les définitions des mots, et qui en fait moins l'histoire. Donc d'une certaine manière, il théorise en quelque sorte à la fois par-delà l'histoire, et en deçà de l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est de développer les termes et les concepts, les notions, en quelque sorte, même si évidemment il prend quand même appui dans l'histoire, il ne peut pas non plus faire ça en dehors de quelque chose de réel, mais il essaie de réfléchir sur ces questions-là. Donc l'esthéticien, c'est quelqu'un qui n'est pas un historien d'art véritablement, et qui ne fait pas non plus de la critique, jusqu'à une certaine période. Si vous prenez des gens comme Kant, par exemple, comme Hegel, qui sont des philosophes qui ont fait aussi de l'esthétique, puisqu'il y a des cours d'esthétique, ils n'ont pas fait de critique d'art, ils n'ont pas analysé des œuvres, et ça a commencé à se faire, donc ça rejoint un peu nos questions d'ailleurs, autour du XXe siècle, comme Benjamin par exemple, ou Théodore Adorno, qui a écrit une esthétique, a fait de la critique, il écrivait vraiment des critiques de littérature et de musique, donc c'est quelqu'un qui a fait les deux. Sartre aussi, quelqu'un qui a fait les deux, Merleau-Ponty un petit peu, mais pas souvent. Donc c'est quelque chose qui est arrivé assez tard, que les philosophes fassent un travail de critique d'art au sens courant, même si parfois ils avaient des mélanges avec leurs propres préoccupations philosophiques. Donc, oui, c'est une forme d'extension effectivement du champ de l'esthétique que ce passage aux pratiques de la critique. C'est un peu un chemin que tu traces là-dedans dans cette histoire-là, puisque c'est vrai que toute cette espèce de préoccupation, tu utilisais toi-même le mot, je crois, ce qui est frappant, c'est que ces trois champs, parce que le mot te va d'ailleurs, sont extérieurs a priori au champ de l'art. C'est-à-dire que la théorie de l'art se construit avec son extériorité. Est-ce que ça... Oui, alors ça c'est en effet un problème intéressant. Faut-il oui ou non, quand on fait de l'histoire de l'art ou de la critique d'art, ou ici dans une école des beaux-arts par exemple, faut-il oui ou non prendre en compte ces dimensions-là? Donc elles le sont de fait, parce que si l'on prend un auteur comme décédé maintenant comme Louis Marin par exemple, qui est donc plutôt un spécialiste du XVIIe siècle, et de la pensée de Pascal, la pensée comme ça, il a beaucoup écrit sur Poussin par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a recours à la fois à la psychanalyse, dans cette analyse d'œuvres, à la fois à la sémiotique, un peu moins à la phénoménologie, et donc c'est vrai qu'il faut les prendre en compte de fait puisqu'ils sont là, et donc du coup il faut aussi, d'une certaine manière, prendre en compte l'idée que l'histoire de l'art qui avant était quelque chose d'autonome, ou que la critique d'art qui était quelque chose d'autonome, à partir du XXe siècle, parce que ces théories arrivent seulement au XXe siècle, d'ailleurs à quelques années près elles se suivent, donc il faut prendre en compte cela dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire que l'histoire de l'art à partir de ce moment-là, ou la critique d'art à partir de ces éléments qui ont été injectés ou à tort ou à raison, il faut en quelque sorte prendre en compte cela, donc ça change complètement ce qu'est une histoire de l'art ou ce qu'est de la critique d'art par exemple. Vous avez beaucoup de critiques qui ne sont pas forcément des philosophes, qui par exemple développent des critiques des œuvres, y compris contemporaines, à partir d'un modèle psychanalytique. Par exemple, ils vont souvent essayer de déchiffrer des éléments à partir donc, des choses assez simples que sont l'inconscient, l'autonographie de l'artiste, enfin, c'est des choses qui existent encore. Alors ça se fait de façon plus ou moins fine, mais donc c'est tout à fait possible. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui procèdent de la sorte. Beaucoup moins en sémiotique peut-être, parce que ça demande des connaissances techniques, c'est
disons, assez technique, c'est sans doute le plus technique des trois. Presque scientifique. Presque scientifique. C'est une question. Et puis phénoménologique. Alors là aussi, il y a une chose dont il faut se rendre compte, sur lequel j'ai insisté, c'est que selon le modèle dont on part, c'est-à-dire si on part d'un modèle psychanalytique pour lire une œuvre d'art et pour faire une histoire de l'art, par exemple quelqu'un comme Adrian Stokes, qui est un historien de l'art anglais, qui a écrit beaucoup de textes essentiellement sur la Renaissance, mais pas seulement. Donc lui, c'est un historien d'art qui a pour manière de travailler les œuvres d'art et l'histoire de l'art, et de créer l'histoire de l'art, de la construire. Il a une lecture complètement psychanalytique des œuvres, qui n'est pas forcément toujours dite dans ses textes, dans ses travaux. C'est quelqu'un qui a fait une analyse avec Mélanie Klein, et qui donc a une lecture psychanalytique kleinienne des œuvres d'art. Donc j'ai insisté à la fois sur l'idée que si on prend ce modèle psychanalytique ou sémiotique ou phénoménologique pour lire les œuvres d'art et pour lire l'histoire de l'art, ce n'est pas du tout évidemment la même chose qui arrive au final. Et à l'intérieur de chaque modèle, il y a des sous-divisions, c'est-à-dire que si on est freudien, si on est lacanien, si on est kleinien par exemple, ou jungien, parce qu'il y a aussi des historiens de l'art jungiens, donc de Jung, on a des modèles de lecture et de compréhension de l'esprit, du sens des œuvres, de leur fonction, de ce qu'elles disent, tout à fait différents. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les modèles préforment, en quelque sorte, donnent un cadre théorique et des résultats qui sont en quelque sorte déjà donnés par le... Pour prendre un exemple justement psychanalytique, le modèle de l'inconscient, par exemple, chez Mélanie Klein, n'est pas du tout le même que chez Freud, enfin bien qu'il s'en apparente un peu plus, mais n'est pas non plus surtout celui de Lacan, par exemple. Alors pour aller vraiment très très vite, chez Mélanie Klein, dans son explication de l'inconscient, ce qui prédomine, c'est essentiellement la figure de la mère. Chez Lacan, c'est la figure du père, par exemple. Donc du coup, à partir de là, sur une lecture de l'être humain qui est déterminée comme cela, il est clair que lorsqu'on va lire la réalité des patients, la réalité du monde, la réalité des choses, et donc les œuvres d'art aussi, on va aboutir, parfois à partir des mêmes œuvres d'art, à des choses complètement différentes, selon qu'on est déterminé par un modèle ou un autre.